Bonjour à toutes et à tous. On a vu depuis le début de cette conférence, on est passé par quelques beaux témoignages clients qui étaient autour de la transformation du service client. Après le break, on a vu une belle démo de Nico et aussi une très belle intervention d'Elina sur un peu où ils en sont aujourd'hui et où ils vont, et on l'espère, ils vont aller dans le futur. Comme vous l'avez deviné, cette deuxième partie, on parle beaucoup de start-up, de belles start-up, de belles réussites françaises. On est aujourd'hui à Station F. C'est un peu la représentation du monde des startups en France et plus précisément à Paris. C'est un incubateur où on a plus de 2000 startups qui sont incubées ici. Je suis très ravi d'avoir à mes côtés Anne-Sophie, Germain et Nicolas, donc, qui représentent trois belles startups en hyper-croissance. On peut utiliser ce mot-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont un peu nous raconter d'où ils viennent, eux, en tant que personnes déjà, et par la suite, un peu la genèse de ces trois différents projets. Je te passe la parole du coup, Germain. Merci Shams, je s'entend bien. Merci, bonjour à tous. Donc Germain, moi je dirige les opérations de Conto, la néobanque des entreprises et des indépendants. On a donc lancé l'activité en juillet 2017, après plusieurs levées, 32 millions d'euros levés. On a aujourd'hui plus de 50 000 entreprises clientes, dont un tiers ont créé leur entreprise via Conto, donc ont tenu leur dépôt de capital avec Conto. On est aujourd'hui plus de 160 collaborateurs, on sera 200 environ fin d'année et 300 l'année prochaine. On est bien sûr présent en France, mais on a adressé 3 nouveaux marchés récemment qui sont l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et enfin, notre ambition est de simplifier la relation bancaire, la banque et la comptabilité pour les professionnels en Europe. Donc un grand chantier, une grande ambition, mais on a les moyens de l'atteindre. Nicolas ? Du coup, moi, je suis le Head of Quality de Back Market. Ça veut dire un peu directeur de la relation client. Dans notre jargon, Back Market, c'est la première marketplace qui permet à des professionnels que l'on certifie de vendre des produits techniques et électroniques qui ont été reconditionnés à des consommateurs comme vous et moi. Et ça, dans 6 pays dans le monde. On a été créé en 2014, fin 2014, et pour donner des ordres d'idées, on a fait 100 millions d'euros de volume d'affaires en 2017, 230 en 2018, on est maintenant 250 répartis sur 3 pays. On est à Paris, Bordeaux et aux États-Unis, et on est aussi à Prague, c'est ça le 3e pays, c'est pas Bordeaux. Et notre mission à nous, c'est ce qu'on a écrit en anglais, c'est Screw New. L'idée, c'est d'offrir à tout le monde une alternative qui soit globale pour lutter contre la surconsommation des produits neufs qui mènent à des comportements parfois abusifs et très dommageables pour notre planète. Voilà pour Back Market. Merci Nicolas. Anne-Sophie. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie, je gère toute l'équipe support et service client pour Dashlane. Aujourd'hui, Dashlane a pour vocation de simplifier la vie numérique de ses utilisateurs et surtout d'essayer de gérer l'identité digitale, parce qu'aujourd'hui on a des comptes partout. Quand vous voulez utiliser la moindre application, le moindre site web, il faut vous authentifier et le sujet de la sécurité devient de plus en plus compliqué avec tous les hacks qu'on a pu voir sur les différents sites. Donc Dashlane a été créé il y a une dizaine d'années par 3 fondateurs français, donc c'est une société française. Ensuite, notre marché s'est surtout étendu aux États-Unis. Aujourd'hui, on a 12 millions d'utilisateurs, on est environ 200 salariés, on a prévu une très très forte croissance suite à une très belle levée de fonds que nous avons fait cette année avec Sequoia Capital de 110 millions d'euros, donc pour un total donc, de 210 millions d'euros de levée. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un objectif d'améliorer la productivité et la sécurité de l'ensemble des citoyens du web, comme on les appelle maintenant. Donc un très gros challenge, mais on espère pouvoir le relever avec succès. Merci Anne-Sophie. C'est des chiffres qui font tourner la tête, dans le positif. On est ravis. Ça me fait venir sur ma deuxième question, qui est quand on rentre dans cette phase de scale, dans cette phase d'hypercroissance, viennent aussi des challenges
qui normalement doivent être positifs, mais il y a des challenges quand même. Germain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Conto? Tout à fait. Donc déjà, premièrement, quelques chiffres pour mettre en exergue les challenges et l'activité. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 50 000 contacts par mois, donc appels, mails et réseaux sociaux, dans 4 pays, mais 5 langues, puisqu'on rajoute l'anglais. On est disponible pour nos clients du lundi au dimanche. Au début, on était disponible du lundi au samedi, mais on note que dans nos clients, on a beaucoup d'entrepreneurs qui qui font également leur compta eux-mêmes, et donc ils la font quand le week-end. Et donc on avait après un backlog important le lundi, donc on a adressé ce nouveau service, et également pour répondre aux besoins des pros qui ont besoin d'assistance le week-end. On fournit ce service avec une qualité de CSAT Zendesk entre 96 et 97%, et un NPS, donc un Net Promoter Score. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cet indicateur, mais je serais ravi de l'expliquer, qui évolue entre 74 et 75 points. Voilà. Et donc les défis sont nombreux. On doit accompagner la croissance et continuer d'améliorer la qualité. Alors, je pense qu'on pourrait faire une table ronde uniquement sur les défis, tellement ils peuvent être challengeants, et on rencontre un peu tous les mêmes, à la fois de croissance, de structure de service, de management, etc. Nous, le principal défi aujourd'hui, c'est le recrutement et la formation. Enfin, ça fait 2 défis, mais qui vont de pair. Et c'est en ça également que Zendesk nous accompagne dans, on en parlera plus tard, mais comment on classifie, comment on catégorise les différentes demandes pour s'assurer qu'on adresse le bon ticket à la bonne personne, c'est-à-dire qu'il y a la compétence pour y répondre. Voilà. Merci Germain. Anne-Sophie? Nous, au niveau de l'hypercroissance, effectivement, on avait un gros challenge. C'est que quand vous avez une base d'utilisateurs qui augmente de manière très exponentielle, c'était surtout de s'assurer que le nombre de tickets n'allait pas augmenter de la même manière. Donc c'était naturellement, ça passait par la qualité du produit, mais aussi par des outils qu'on pouvait mettre à disposition de nos clients pour qu'ils trouvent par eux-mêmes leurs réponses. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup développé Zendesk Guide et qu'on a essayé aussi d'innover au niveau de l'utilisation du service client. Aussi forcément au niveau du recrutement, ça a été un gros point pour nous, parce qu'on a pris aussi une décision il y a 1 an et demi de réinternaliser nos équipes de support. Donc pour une question d'amélioration de la qualité de service sur un produit assez complexe lié à la sécurité de vos données, donc forcément c'est très important de délivrer un service de qualité. Donc voilà, c'est un peu les gros challenges qu'on a eu nous sur l'hypercroissance. Merci Anne-Sophie. Nicolas? Et moi, j'aime bien résumer la qualité d'un service client, enfin la mission d'un service client à mes équipes, en disant le service client, c'est assez simple, c'est juste de répondre vite et bien. Et du coup, le challenge ici avec Back Market, c'est comment on fait, avec cette croissance aussi à 3 chiffres, de toujours maintenir et toujours répondre plus vite demain et répondre avec la meilleure réponse demain. Et pour ça, du coup, il y a 2 grands challenges pour nous. C'est comment on maîtrise notre taux de contact, comment on fait en sorte que le produit évolue dans le bon sens et que le taux de contact baisse, comment on fait en sorte d'automatiser pour répondre plus vite aux nombreux contacts qu'on a, et ensuite, bien sûr, comment on fait pour onboarder les humains, parce que c'est eux qui vont traiter, comment on fait pour les onboarder de manière efficace, avec un bon sizing, donc c'est-à-dire bon forecast, trouver les langues dont on a besoin. Aujourd'hui, on a 6 langues, et comment on fait pour les former initialement et de manière continue dans le temps. Merci Nicolas. Pour résumer un peu ce qui a été partagé, je note 2 points importants: l'humain déjà, et le deuxième point, le sujet qui nous réunit un peu tous aujourd'hui, qui est l'expérience client, qui fait partie d'ailleurs de l'ADN de Conto, Back Market et aussi Dashlane. J'aimerais rebondir sur une citation que j'ai vue il y a quelques mois, qui était celle de Alexandre Fro, qui est cofondateur de Conto, qui a dit, pour le citer dans Forbes France, notre force, c'est notre qualité de service. Ce qui n'est pas le cas des banques traditionnelles. Germain, si tu peux développer un peu plus ce point-là. Je pense que quand on parle de qualité de service, on parle aussi de plateforme, on parle de l'importance d'avoir le bon outil. Donc si tu peux nous refaire un peu la genèse du projet, comment vous avez fait mûrir ce projet en interne par rapport à cette citation. Effectivement, l'expérience client globale, c'est un élément différenciant très fort de Conto. Donc ça passe par la qualité du produit, de l'app, et bien sûr la qualité du support.
Alors je mettais en exergue tout à l'heure quelques KPI de qualité, mais on répond également en 15 minutes au mail et on décroche à peu près 98% de nos appels en moins d'une minute. Aujourd'hui, donc à peu près 75-80 personnes au support sur 3 sites. Il y a 80% en externe et 20% en interne. Et pour arriver à maintenir donc ce très bon lead time, ce délai de réponse et cette qualité, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on adresse les bons tickets aux bonnes personnes. Donc pour ça, on s'est catégorisé via Zendesk le motif de la demande. On sait également via l'API quel est le client qui nous contacte. On peut diriger, est-ce que c'est un client en cours d'ouverture, est-ce que c'est un client qui est chez nous et qui utilise les produits depuis 1 an. On sait également la langue du client, etc. Qui permet quand même, voilà, de servir ces différents services. On reparlera après également du choix de Zendesk plus en profondeur, mais ce qu'offre Zendesk, c'est... Vous étiez équipé avant Zendesk? Comment? Vous étiez équipé avant Zendesk? Non, on a lancé l'activité avec Zendesk. J'explique notre choix. Moi, je connais Zendesk depuis assez longtemps, parce que je travaille avec vous depuis maintenant 2013, donc je connais pas mal la solution. Mais également, on avait un knowledge global dans l'entreprise sur l'outil. Et notre choix a été assez simple, dans la mesure où Zendesk est à la fois très facile à implémenter. Je sais que les autres conférences tout à l'heure aussi on en parlait, très facile, très rapide, mais également peut permettre d'arriver à des niveaux de complexité, de workflow extrêmes, en rajoutant différentes API, enfin différents apps disponibles dans le marketplace, et également via les liens API. Donc ce qui nous a plu dans le choix de cette solution, qui est... C'est un peu l'ouverture de la plateforme pour pouvoir, on va dire, intégrer ce qui vous convient par rapport à votre business model et votre croissance. Et efficace, pragmatique à très court terme. Et également, on sait que, je l'espère, que dans 5-10 ans, nous l'utiliserons, elle sera encore adaptée aux besoins. On a grandi avec d'autres clients par ailleurs, dans d'autres régions, et vous en connaissez quelques-uns, pour ne pas les citer, Uber, Netflix et bien d'autres américains. On est confiant. Anne-Sophie? Du coup, nous, le choix de Zendesk qui s'est fait par une migration, on utilisait Desk avant. Au moment où moi j'ai rejoint Dashlane en 2015, on avait pris cette décision. C'était très important, je pense, pour nous, en termes de scale sur une startup, de se dire qu'on a le bon outil et qu'on ne fait pas de migration tous les 4 matins. On avait besoin de aussi faire beaucoup de reporting à nos équipes projets et produits, parce que finalement, effectivement, on parle beaucoup, bien sûr que notre objectif majeur est de satisfaire nos clients, leur répondre le plus rapidement possible, mais le service client a aussi une vocation de faire des feedbacks aux produits pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs au global. Et on était complètement aveugle en fait sur les problématiques que nos clients rencontraient, et c'était vraiment très important pour nous de mettre en place un reporting à valeur ajoutée, et pour construire ce reporting, avoir un outil qui nous permette de catégoriser, qui nous permette de vraiment déterminer quels étaient les types de contacts, les problématiques de nos clients, les bugs sur notre plateforme. Donc c'est vrai que c'était très important de partir sur une plateforme qui nous permettait de faire tout ça, et assez complète. Ensuite, pour avoir utilisé plusieurs outils du marché, si on prend un Salesforce par exemple, alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais à l'époque où je l'ai utilisé il y a 5 ans, vous vouliez changer le moindre bouton ou la moindre fonctionnalité, vous étiez obligé d'avoir 2 développeurs à plein temps. Zendesk nous a quand même permis d'automatiser et surtout d'implémenter l'outil. Enfin, par nos agents, on n'a eu personne on a vraiment fait ça. On avait 2 agents en interne à l'époque, et on a réussi à le déployer très très rapidement. Vous avez fait la migration par vous-même? Oui. Ok. Combien de temps? Assez rapide, 2 mois pour être complètement opérationnel. Merci Anne-Sophie. Nicolas? Du coup, nous, dans le jargon un peu snob des startups, on parle beaucoup d'agilité, on fantasme beaucoup dessus. Et en fait, Zendesk, ça a permis de un peu réaliser ce fantasme chez nous. Nous, on l'a lancé, Zendesk, il y a 2 ans. On est parti d'un CRM à un autre et on a migré en 2 semaines. Ça s'est pas fait non plus dans le confort, mais c'est quelque chose qui a été très très rapide. Et je pense que même quand j'arrivais chez Back Market, on dit un changement de CRM, c'est quelque chose qui va prendre 6 mois. Maintenant, on a réussi à changer en 2 semaines, et ça, c'est en grande partie grâce à Zendesk. Donc ça, c'est le premier fait qui nous a fait passer sur Zendesk. Et l'autre gros avantage qui maintient l'agilité, c'est que comme c'est un outil SaaS, quand on lance nous des prestataires en externe qui vont nous permettre de nous développer sur d'autres pays, on en ouvre un pour préparer Noël.
eh ben, on arrive, et d'ailleurs ça étonne pas mal nos prestataires en disant bah, oui, quand est-ce qu'on prépare la zone de setup technique? On va prendre une semaine, ça va vous coûter tant parce qu'on va vous mettre des ingénieurs. Et je fais non, mais là, nous, on ne paye pas les setup techniques. Comment ça, vous ne payez pas les setup techniques? Bah oui, nous, en fait, là, on te crée des comptes et demain, tu as accès à nos tickets, tu peux répondre tout de suite. Et ça, c'est un vrai confort et ça permet de l'agilité aussi un peu en temps réel, parce que là, je donne l'exemple avec un centre, mais c'est le cas avec des nouveaux employés. C'est aussi simple que créer une adresse mail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait migrer sur Zendesk, et on pense que ça a été le bon choix pour ce type de raison-là, au-delà de tout ce qui est workflow, automatisation, qui aussi sont des super choses qui nous permettent d'accélérer. Merci Nicolas. On l'a abordé un peu tout à l'heure par moment. Ça serait peut-être intéressant de un peu recentraliser par rapport à aujourd'hui l'utilisation de Zendesk que vous avez, c'est-à-dire quels sont les canaux que vous utilisez pour interagir avec vos clients et comment vous êtes organisé. Germain, si peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Donc on est disponible nous, sur le canal mail, appels qui sont via une solution externe à Zendesk, mais liés, et donc l'agent décroche et a le suivi dans Zendesk. Décrochant, en fait, ça permet d'ouvrir un ticket dans ça Zendesk crée un pour pouvoir ticket, avoir ça le log suivi. comme un email, comme un ticket classique. Et les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. Mais également les différentes plateformes de rating qui créent des tickets dans Zendesk, comme une note sur l'App Store, Play Store pour Google, Trustpilot, etc. Comme vous le voyez à l'écran, mais je crois que j'ai donné déjà pas mal d'informations tout à l'heure, on est un peu plus de 70 collaborateurs sur les 3 marchés, sur les 4 pays. Et on utilise principalement, donc, pour parler en termes de produits, support, guide et export. Pour ceux qui ne connaissent pas Guide, on parle de base de connaissances. Ou la FAQ en termes plus communs. Et Explore qui permet d'avoir comme son nom l'a dit, des data et des reporting KPI plus précis. Merci Germain. Nicolas. Du coup, nous, on est à peu près comme Conto en termes de taille. On a un peu plus de 70 agents qu'on appelle les champions, qui sont répartis sur 5 bureaux différents pour pouvoir gérer toutes nos langues. Donc on a Puerto Rico qui est le centre basé pour traiter nos clients américains. On a Braga à côté de Porto, à Lisbonne, pour pouvoir gérer tous nos clients européens autres que le français. On a Marrakech pour le français et l'espagnol, et on a enfin Bordeaux, où on a nos équipes en interne qui vont gérer tout ce qui est niveau 2 et niveau complexe. On gère les canaux un peu classiques aujourd'hui, téléphone, email, réseaux sociaux. On se pose des questions sur le messaging. Bon, bien sûr, on fait Facebook, mais comment on l'intègre à Zendesk, c'est des questions qu'on se pose. Et quelque chose qui est bien, qu'on a lancé chez Back Market et dont on est assez fiers, c'est que nous aujourd'hui, en fait, le service client de Back Market, il est censé servir à rien parce qu'on est un intermédiaire. Donc du coup, moi, mon meilleur job, c'est quand j'aurai plus de job, parce que les marchands sont censés, nos reconditionneurs sont censés être le premier niveau pour pouvoir gérer les clients. Toutefois, on les internationalise, donc on permet à un vendeur français de vendre en Italie. Donc on a lancé un service de service client justement, qu'on a appelé le Back Care, pour pouvoir permettre à ces vendeurs de s'internationaliser. Donc c'est aussi pour ça qu'on a autant d'agents et on arrive à mutualiser ces agents sur à la fois des questions clients qui sont escaladées après avoir contacté un marchand, et à la fois directement, on se met à la place du marchand pour pouvoir répondre aux clients directement. Tu as dit ton meilleur job, ça serait de ne pas avoir de job. Tu as prévu peut-être un temps 2 ? Bah, ce serait l'idéal. Ok. Enfin, pour Back Market en tout cas. Anne-Sophie ? Du coup, chez Dashlane, aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, on va atteindre environ les 50 personnes au niveau de l'équipe support. Donc, complètement réinternalisé depuis cette année. On a aussi réorganisé l'équipe autour de 2 grandes fonctions, ce qu'on appelle les fonctions opérations, donc avec des agents de niveau 1, niveau 2, et des fonctions core, où en fait, on veut vraiment investir en fait, dans l'accompagnement de nos agents, aussi bien dans la partie QA, training. On parlait beaucoup de, effectivement, moins le client nous contacte, mieux on se porte. Donc on va aussi développer une équipe qui va travailler sur tout ce qui va être self-service,
et Content Strategy. On va avoir aussi des gens pour nous aider sur la partie process, parce que mine de rien, il faut un peu structurer tout ça. Et un product spécialiste, parce que chez Dashlane, vraiment, encore une fois, la remontée des informations vers le produit est clé pour nous. Donc on a vraiment réorganisé notre département ainsi. Aujourd'hui, donc, on utilise Zendesk Support, Guide, le chat. Le chat, c'est quelque chose qu'on veut absolument pousser et continuer à pousser, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la CSAT est bien meilleure sur le chat que sur l'email. Donc on est environ à 83%, 83% sur l'email et 95% sur le chat. Donc on a déjà vu, on essaie vraiment de transférer en gros l'activité sur le chat. Aujourd'hui, ça représente 30% environ de nos contacts. On aimerait vraiment le pousser à plus de 50% d'ici la fin de l'année. Et récemment, justement, sur le chat, on a intégré AnswerBot, qui était uniquement sur l'email jusqu'à présent. Et on voit sur les 2 mois de tests qu'on vient d'effectuer qu'on a réussi encore à améliorer la CSAT de 1%. Donc, on veut continuer Un point en 2 mois. Ouais, en 2 mois. Point en 2 mois. Ouais. Et on veut continuer à automatiser tout ça, mais toujours avec ce challenge de garder un contact humain, parce que c'est un peu toute la problématique qu'on peut aussi rencontrer dans des chatbots et dans d'autres outils qui intègrent de l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut nous aider clairement à réduire les demandes clients, ou en tout cas à satisfaire un client le plus rapidement possible. Maintenant, parfois, ça a ses limites aussi, et quand on est sur des produits assez techniques comme Dashlane, clairement, c'est un gros challenge d'arriver à mettre ces bots pour qu'ils répondent correctement. D'accord. J'aimerais rebondir sur un mot que tu as utilisé, Anne-Sophie, qui était process. On a parlé un peu de l'organisation du service client. Quels sont les process justement que vous avez mis en place pour justement optimiser toute cette task force, on va dire, et ce service client? Du coup, nous, au niveau process, on s'est vraiment attelé à catégoriser, à faire le minimum déjà de base pour vraiment catégoriser les tickets entrants et autres. Ce qui nous a permis ensuite d'intégrer des données de nos back-office, de savoir si nos utilisateurs étaient free, étaient premium, de pouvoir du coup mettre des automatisations en place avec Zendesk sur les temps de traitement, à qui on allait assigner les tickets, à quelles équipes. On a naturellement aujourd'hui le support qu'on délivre en 3 langues, donc on route aussi nos tickets en fonction des langues. Et donc on essaie de mettre en place ces process-là. On monitore aussi nos SLA via Zendesk, qui nous permettent aussi d'escalader des tickets plus rapidement. Donc voilà, c'est un peu tous ces process qu'on a essayé de mettre en place grâce à Zendesk aussi. Merci Anne-Sophie. Germain? Nous, on va s'atteler à maîtriser ce qu'on appelle maîtriser notre flux, donc en gros savoir combien on reçoit de demandes, lesquelles et pour qui, donc j'ai dit un peu tout à l'heure, pour les assigner aux bonnes personnes, et également monitorer les SLA, que ce soit par téléphone ou mail et réseaux sociaux. On a également une méthode d'analyse, je en parlerai après, sur chaque BAD qu'on peut recevoir, que ce soit les CSAT que on a présenté tout à l'heure. On peut avoir un sondage post-contact, donc on a ça en place, mais on a également donc, les différents ratings que tout le monde connaît, les apps, Trustpilot, etc. Donc on a une méthode d'analyse et on a des workflows dédiés dans Zendesk pour justement recontacter des clients suite à une mauvaise expérience ou un mauvais rating. Et enfin, on monitore notre taux de reopen, on peut l'appeler aussi résolution à première demande. En gros, on a fixé un peu pour certains types de demandes, on sait qu'on doit closer le sujet en un échange, 2, 3 échanges. Si ce ratio est dépassé, pour nous, il rentre dans ce qu'on appelle une red bin, en gros, un bac qu'on devra analyser et on devra comprendre ce qui s'est passé pour améliorer la formation des collaborateurs ou le workflow, par exemple, adapté à la demande. D'accord, merci Germain. Nicolas? Nous, de notre côté, on a commencé par ce qui était vital, donc faire en sorte qu'un ticket allemand arrive à quelqu'un qui parle allemand. C'est bête, mais ça fait du bien quand ça arrive. Ensuite, on a pas mal travaillé sur aussi la catégorisation. On s'est fait aider là par Murios,
qui nous permet de catégoriser automatiquement. Qui est une start-up Qui est une incubée start-up incubée par Zendesk. Zendesk, effectivement, et qui nous a permis du coup de catégoriser automatiquement nos tickets. Avant, on avait 1 à 2 personnes qui faisaient ça toute la journée, ce qui était quand même quelque chose un peu embêtant et un peu bête. Et ça nous a permis après ensuite avec cette catégorisation de définir des complexités, de les orienter vers les bonnes personnes. Donc Bordeaux, Porto, partout où on en avait besoin. Et l'autre point aussi, un process qu'on a lancé un peu plus récemment, dont on est assez content, c'est ce qu'on appelle nous en interne le CSAT commando bad to good. Donc l'idée c'est de considérer que dès qu'on a une survey qui est retournée en étant bad avec un commentaire, on considère ça comme un contact et du coup on recommence la conversation. Comment monsieur le client je peux vous sauver? La première fois a priori j'ai pas réussi, mais on va tenter une deuxième fois. Merci Nicolas. Je pense que quand on se lance dans ce type de projet et qu'on parle de process, on parle d'optimisation aussi. Germain l'a abordé tout à l'heure. Quand on parle d'optimisation, avant d'arriver dans une phase d'optimisation, il faut passer par une phase de mesure de résultats et des KPI. Germain, j'aimerais bien avoir un peu ton point sur les KPI que vous mesurez aujourd'hui et comment ils sont mesurés. Donc le KPI un peu ultime de l'entreprise, c'est le NPS, Net Promoter Score, donc les détracteurs et promoteurs d'entreprise, qui a l'avantage, alors il y a beaucoup de biais pour en parler, mais qui a l'avantage de capter l'expérience globale du client, le produit, le support, etc. Et après, on le découle bien sûr en KPI plus micro, puisque objectiver un agent du support sur le NPS, c'est bien, mais en daily success, il n'a pas forcément un impact immédiat dessus. Donc il faut le retranscrire en KPI plus micro pour que ça parle à tout le monde. Donc on a bien sûr la CSAT Zendesk, donc la satisfaction client post-contact. On va avoir des surveys tout au long de la vie du client en fonction de ses IVN, donc à 3 mois, 1 an, 2 ans, etc. On mesure après, monitor based sur ce qu'on appelle le lead time, donc c'est le délai pour résoudre une demande complète, ou le full resolution time sur Zendesk. Nos ratings et nos taux de contact moyen par client qu'on veut aussi optimiser. Et également, ce qu'on a mis en place pour donner du sens aussi au NPS, c'est d'avoir une vision claire de qu'est-ce qui trigue le NPS via le verbatim qu'on a pu obtenir, et après de le retranscrire un peu dans ce que j'appelle les daily success. En gros, une personne essaie au quotidien, même s'il y a 200 mails en attente par exemple, au quotidien, j'ai atteint mes succès du jour parce que tout ce que j'ai réalisé, donc j'ai pas eu de bad rating, j'ai eu très peu de, j'ai pas eu de tickets reopen. En gros, j'ai closé les tickets dans le ratio qui était souhaité. Donc j'ai réussi ma journée et donc j'ai contribué à augmenter le NPS. Merci Germain. Nicolas? Du coup, nous, chez Back Market, notre KPI un peu clé, c'est le contact rate. Nous, on a 2 contact rates. Donc on a celui des marchands en premier lieu, et après, on arrive, nous, en second rôle. Donc le premier métier qu'on fait avec nos équipes, c'est surtout d'abord côté marchand, s'assurer qu'ils livrent bien les bons produits et répondent bien si jamais il y a le moindre souci. Et après, côté care pur et dur, c'est pareil, on réplique ça sur les taux de contact. On regarde, on analyse d'où viennent les problèmes. En fait, pourquoi un contact, c'est toujours un peu un échec. Ça veut dire que quelque part, dans l'expérience qu'on a voulu offrir à nos clients, il y a eu une failure quelque part. Comment on fait pour la résoudre? Et ensuite, on va mesurer un peu les indicateurs classiques de NPS, CSAT, délai de monitoring, clôture, et toutes ces choses-là qu'on va mesurer dans Zendesk, et aussi qu'on utilise un peu Geckoboard, nous, qui va être un outil de visualisation en temps réel de nos performances. Merci Nicolas. Anne-Sophie. Moi, je ne vais pas être très originale. Même chose, à peu près tous les indicateurs standards dont on a parlé. On se focus beaucoup sur la CSAT de notre côté. C'est vrai qu'on mesure beaucoup ces éléments-là. Les temps de réponse, surtout sur le chat, on essaye d'être vraiment très, très performant. Donc aujourd'hui, on est en dessous des 30 secondes. Donc c'est plutôt positif. Et il y a un indicateur qu'on est en train de mettre en place qui est le Customer Effort Score, qui est en fait l'effort que le client doit faire pour nous contacter, pour trouver sa réponse. Donc c'est des nouveaux indicateurs qu'on veut essayer de mettre en place très rapidement, sur lesquels on est en train de travailler. Justement, par rapport à ce dernier indicateur que vous êtes en train de mettre en place, il y a une logique derrière, je présume. Peut-être un côté un peu self-service. Exactement. Donc toujours dans cette stratégie
non pas d'éviter que le client nous contacte, mais qu'il trouve sa réponse par lui-même. On a continué à déployer notre stratégie self-service sur Zendesk Guide. Et donc, on en parlait tout à l'heure, on utilise Stonely, qui fait partie effectivement des sociétés incubées par Zendesk, des startups. Et Stonely a vraiment vocation en fait de mettre à disposition des utilisateurs qui arrivent sur notre help center un guide pas à pas pour arriver à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. C'est vrai que Dashlane est présent sur votre ordinateur, sur votre mobile, sur des extensions dans vos browsers. Parfois, on a besoin, l'extension va plus marcher. Il y a des troubleshooting steps qui sont assez faciles à faire par les utilisateurs eux-mêmes et Stonely apporte cette facilité au niveau des utilisateurs. Ça permet aussi, au cas où l'utilisateur n'arrive pas à résoudre son problème, d'ouvrir, s'il nous ouvre un ticket, nous on récupère l'ensemble des informations et des steps qu'il a fait dans Stonely au niveau de Zendesk, et ce qui permet du coup d'éviter à l'agent de reposer les mêmes questions à l'utilisateur, de lui renvoyer une macro avec les mêmes troubleshooting steps, et on a gagné aussi en efficacité. On a déployé Stonely sur environ 40% du trafic qu'on a sur notre help center et on a réduit nos tickets entrants par 25%, ce qui est quand même énorme. Génial. Ouais. Super. Par rapport à ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, est-ce que je peux me permettre de dire que l'objectif aujourd'hui, c'est d'automatiser la majorité des tâches, d'être beaucoup plus en self-service, de laisser, on va dire, le client trouver l'information par lui-même et de réduire un peu la charge sur le service client. Je pense que la majorité des personnes dans cette salle souhaitent la même chose, mais je pense que vous avez une approche un peu plus poussée par rapport à ça. Donc ma question, c'est comment vous balancez aujourd'hui le self-service et l'utilisation des agents pour justement répondre aux requêtes peut-être un peu plus complexes? Justement, en ayant toutes ces informations via les outils de Stonely, via d'autres outils de catégorisation d'intelligence artificielle que l'on reçoit, AnswerBot, c'est vrai qu'on va aussi driver ces outils de self-service sur une certaine population. Dashlane est un acteur plutôt B2C, mais on attaque le marché du B2B, donc c'est aussi des choses que l'on va tester. Mais l'humain, de toute façon, reste primordial pour nous, parce que, encore une fois, c'est le gros challenge d'arriver à automatiser, mais tout en restant... pas juste un bot et toujours avoir des réponses identiques, parce que sinon forcément ça aurait un impact sur notre CSAT. Tout à fait. Voilà. Nicolas, Germain, je ne sais pas si vous êtes dans la même logique ou peut-être des approches différentes. Je t'en prie. Un peu différent pour Conto. Enfin, ce qu'explique Anne-Sophie met bien en exergue la complexité entre l'automatisation et le risque d'impact sur la qualité de service. Nous, on a une approche un peu différente où je ne suis pas pour l'automatisation d'une réponse. Pour nous, best support is no support. Donc, si le client a eu à nous contacter, c'est qu'on a failé quelque part. Le produit n'est pas clair, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Donc on doit mettre toute notre force et l'intelligence humaine pour traiter au mieux la demande déjà du client formulé, puis ensuite analyser ce qui s'est passé pour l'améliorer, éviter que ça se reproduise. Et donc pour ça, si on automatise certaines demandes au support, un, on ne les verra plus, et deux, on sera plus en mesure d'analyser et de craquer la root cause et en générer le contact. Donc c'est ça que nous, on catégorise l'ensemble des demandes comme on l'a pu déjà l'aborder. Et ensuite, par typologie et par thématique, on va avoir différentes méthodologies de problem solving pour comprendre la raison du contact. Et alors, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on itère. Forcément, la roadmap est chargée, je pense, comme dans toute entreprise. Donc on itère pour améliorer les produits, le workflow, le ton de réponse, le wording, etc. Et par exemple, on a aussi une guide, la FAQ, mais on ne va pas l'utiliser avant un contact mail. Je préfère que le client m'appelle ou fasse un mail direct parce que j'aurai toute la valeur du contact. En revanche, on va pousser la FAQ dans le produit. Donc, si le client il a une transaction, une banque, donc il a une transaction qu'il ne prend pas, par rapport au libellé de transaction, au statut, on peut en déduire des questions, et donc c'est là où on peut pousser du contenu, donc l'article de FAQ par exemple dans le produit, etc. C'est comme ça qu'on l'utilise pour avoir l'essence complète de la demande du client en vue de l'automatiser, de l'éviter. Merci Germain. Je suis
Je suis assez aligné avec vous deux c'est aussi. un peu comment on départage. C'est que du coup, ce que je disais, c'est qu'un contact est un peu un échec. Et l'avantage d'une base de connaissances, ça permet de rendre encore plus puissant les évolutions produits. Par exemple, nous, on a beaucoup de sujets sur la livraison. Donc, comment on va communiquer mieux sur la livraison, sur où en est ton colis, monsieur le client. On va lui dire ça. Et si en plus, à côté de la base de connaissances, pendant le contact, on peut l'aider à lui dire, en fait, l'information, tu l'as là. En fait, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le client, il va avoir moins d'efforts pour trouver l'information, pour savoir où en est son fameux colis. Et nous, de notre côté, on va avoir moins de complexité à traiter le ticket ou à traiter le client pour nous focaliser sur des cas plus compliqués. Et pareil, itérer sur le produit ensuite. Il y a un mot qui est revenu assez souvent dans cette table ronde, qui était humain. Vous avez commencé par votre introduction par parler d'humain, vous avez parlé de recrutement. Donc, quand on a parlé de scale et de challenge, Anne-Sophie, tu as repris ce terme-là aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très fort dans nos business, en particulier de service client. L'humain, c'est le recrutement, c'est aussi des départs, c'est aussi de la formation. Comment aujourd'hui, justement, avec tout ce qu'on vient de dire, comment vous mettez l'humain aujourd'hui au centre de votre attention? Donc, on parle de clients et d'employés. Là, on a beaucoup abordé le client, mais vous avez tous des services clients à gérer avec des dizaines de personnes. J'aimerais bien, peut-être, Anne-Sophie, que tu nous en dises un peu plus. Pardon. Effectivement, l'humain, c'est un point très important, surtout à Dashlane, parce qu'on a aussi, dans nos valeurs, on a une valeur qui est Team First, et c'était très important pour nous de tenir ce lien humain avec nos clients. Mais en interne, c'est vrai que ce choix d'internaliser, c'était aussi pas anodin. On voulait que nos équipes soient internes Dashlane et restent, et surtout, justement, la rétention de nos agents était un point très, très important. Donc l'internalisation, le fait de créer ces fonctions de QA training pour accompagner nos agents au moment de leur recrutement était aussi très importante, parce que la learning curve d'un agent chez Dashlane, c'est au moins 3 mois. Le produit étant assez complexe, les problématiques, on interagit sur tellement d'environnements techniques de nos clients, avec de la synchronisation entre desktop, mobile et autres, qu'effectivement, nos agents mettent beaucoup de temps à vraiment être formés sur le produit. Anne-Sophie, quand tu parles de produit, tu parles du produit Dashlane. Oui, du produit Dashlane, oui. Non, pas Zendesk, ça va, ça se passe bien. Ça. La prise en charge Sinon, est rapide. on aurait une autre discussion, je pense. Non, la prise en charge est très rapide. Enfin, le training de Zendesk est très simple. De par notre internalisation, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a... cette internalisation s'est faite beaucoup sur notre nouvel office à Lisbonne. Donc, Dashlane est présent à Paris, à New York, à Lisbonne. Et donc, lors de cette intégration, on a envoyé beaucoup de nos agents parisiens sur Lisbonne et vice-versa. On a beaucoup de nos collaborateurs qui voyagent dans les différents offices pour aussi faire en sorte que ça fonctionne, quoi, et qu'ils soient très motivés par supporter notre produit. Merci Anne-Sophie. Les champions chez Back Market. Et de notre côté, du coup, on joue pas mal avec le jargon. Champion, je suis un peu le champion dans le sens chevalier. Je vais sauver la veuve et l'orphelin. Et chez Back Market, on joue beaucoup sur les valeurs, sur le sens du projet pour faire adhérer les équipes. Et on utilise ça, on fait adhérer les gens à la fois en interne mais aussi en externe sur ces valeurs. On est là, notre raison d'être, c'est de faire en sorte que ce soit justement mainstream, ce nouveau mode de consommation. Et ça, je suis assez persuadé que ça crée de la rétention à la fois en interne et à la fois en externe, et c'est très sain, et on se bat un peu tous pour ça, justement en mode chevalier. Donc ça, c'est un peu le premier niveau. Et après, comme Anne-Sophie, moi je crois beaucoup à la proximité, et donc du coup avec nos prestataires qui soient justement externes, on va faire en sorte d'être présent avec eux, d'y aller souvent, de faire en sorte que les collaborateurs puissent y aller de manière assez libre, peu importe leur place dans l'organisation. Et un troisième point qu'on essaye de faire de temps en temps, mais c'est de l'everyone on support, c'est de faire en sorte que tout le monde soit un peu responsable du support. Donc moi parfois ça m'arrive de prendre le téléphone et de répondre à des clients pour montrer que en fait on est là, et c'est un métier qui est hyper clé pour nous, pour Back Market, parce que c'est à nos clients qu'on parle en direct, et sans clients on est mort en fait. C'est sûr. Germain ? Oui, rapidement, trois choses. Comme je disais avant, donc, nous, l'humain est important pour que la matière grise soit utilisée afin de comprendre la demande et pour l'améliorer ensuite.
Et donc ça, on le fait mieux pour l'instant qu'un robot. On verra. Deuxièmement, je rebondis sur ce que vous disiez. Donc nous, on a une partie qui est outsourcée, contrairement à vous qui aviez internalisé le support. Et donc pareil, on passe beaucoup de temps avec nos prestataires. On a outsourcé principalement parce qu'on ne peut pas être tout seul à se battre pour recruter et former. Donc on est quand même plus solide à plusieurs. Également, ça permet de faire une redondance de service si on est sur 3 sites, donc si au moins un site n'est pas disponible. Et donc, y a un peu une tagline qui est on a l'outsourcer qui nous ressemble, donc effectivement, il faut passer du temps avec eux pour que les valeurs et le niveau d'exigence soient le même. Et enfin, voilà, le dernier point que je voulais aborder, c'est que pour que l'ensemble de l'entreprise soit customer-centrique et que l'humain ne soit pas que au surface client, mais également l'ensemble de l'entreprise, on a un système aussi de ce qu'on appelle shadowing, où en gros l'ensemble des collaborateurs va passer, alors ça dépend un peu du type de poste, mais va passer un après-midi ou un jour, à minima, au support, pour comprendre ce qu'on fait et répondre à des clients. Alors c'est pas trop pour la prod, mais surtout pour comprendre comment un client s'exprime, comment il comprend le produit, comment il l'utilise, pour que ça donne du sens à l'ensemble des collecteurs de Conto. Merci Germain. On a balayé pas mal de sujets. Rapidement, en quelques mots, le futur un peu chez Back Market sur sa relation client, son expérience client, quels sont les next steps? Moi j'ai regardé le temps, du coup j'ai pas eu de début de ta question. C'était Tu super, répètes. c'est vrai. En fait, on est overtime. Allez, sur les challenges. C'est pour ça. Je croyais que c'était fini, je croyais que c'était ma conclusion. Ma question, c'était rapidement un peu les next steps dans votre projet d'amélioration de votre service client et d'expérience client au global. Alors, les next steps au global pour Back Market qui impactent énormément la relation client. On a trois leviers. L'internationalisation. On va continuer à ouvrir des pays l'année prochaine. On a un autre sujet qui est la diversification. Si on veut faire en sorte que le refurb, ce soit quelque chose de mainstream, il faut commencer à refurb tous les produits, donc des micros par exemple, tout ce qui est technique. Et le dernier point, je suis en train de l'oublier, je le retrouverai après. Tout ça, c'est le timer. Voilà. Il t'a perturbé. Anne-Sophie? Nos côtés support, ça va être surtout de recentrer en fait le support in-app dans le produit, en fait, dans Dashline, parce qu'effectivement, envoyer les clients en dehors du produit, c'est jamais bon. Donc faire beaucoup d'in-app avec Stonely, avec le chat, Zendesk Chat aussi. Donc ça va être des gros projets. Et puis qui dit scaling et forte croissance, avec la croissance de nos équipes, c'est aussi mettre en place du workforce management. Donc ça va être aussi le gros sujet à venir. Très bien. Et nous, pour Conto, ça va être de maintenir notre position de leader en tant que néobanque B2B en France, l'internationalisation. Et donc, pour le support et pour les ops en général, c'est la qualité. Donc, ça passe par le recrutement, la formation et surtout la maîtrise de nos flux. Donc, c'est là où Zendesk nous apporte pas mal de valeur pour réussir ce challenge. Merci à tous les trois. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est vous voir comme prochaine licorne française. Beaucoup de succès. Il y a de très beaux résultats. Je pense que certains sont encore dans cette lancée-là. Je regarde Anne-Sophie. Et beaucoup de succès pour la suite. Merci à vous.